Bonjour à tous, donc, je suis le docteur David Darmon, je suis médecin généraliste à Roquefort-les-Pins, pas loin d'ici, et je suis directeur du département d'enseignement et de recherche en médecine générale. Je travaille beaucoup donc avec Pascal, pas mal de gens qui sont dans l'assemblée, et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Aude Rebel que je vais laisser se présenter. Merci, bonjour à tous. Donc moi je dirige une structure associative, Centre d'innovation et d'usage en santé, qui est basée à Nice et qui intervient en accompagnement de la R&D des entreprises sur l'innovation. Ah oui, donc voilà. Bon, donc je vais du coup détailler un peu plus. Donc le centre d'innovation et d'usage en santé intervient sur la R&D avec l'accompagnement de projets à plusieurs niveaux, donc idéation, conception, développement, jusqu'aux tests. Les tests pouvant être des tests d'usagers, des tests d'évaluation ou jusqu'aux essais cliniques vraiment qu'on fait avec le CHU et avec des équipes scientifiques intéressées par les sujets proposés par les entreprises innovantes. L'association ne travaille qu'avec des méthodologies centrées usagers. C'est une particularité qui la différencie aussi de cabinets de conseil privés et qui permet d'avoir un positionnement un petit peu différent et d'être dans des méthodologies qui amènent à des projets plutôt collaboratifs, avec les usagers au centre d'un projet, avec des porteurs de projets qui peuvent être des entreprises innovantes ou aussi des associations de patients ou autres structures qui vont pousser des projets, et puis avec des partenaires autour de ça qui peuvent être des partenaires associatifs, qui peuvent être des universitaires, évidemment des unités de recherche qui vont faire le lien entre recherche et innovation, et puis des institutions qui parfois vont pouvoir accueillir des projets et les aider à pouvoir se développer dans les meilleures conditions. Donc on va vous présenter ce que disait Pascal, un projet qui est un projet de Living Lab cabinet et connecté et salle d'attente. Et en fait sur ce nouveau projet, on a en termes de fonctionnement une première expérience ici sur le territoire avec une plateforme qui est dénommée Habitat et qui est labellisée Living Lab, qui est insérée au sein du 27 d'Elval face à Pasteur 2 et qui donc avec cette labellisation Living Lab permet d'avoir un espace de travail ouvert, alors ouvert aux citoyens, ouvert aux usagers, associations de patients, familles, et ouvert à la fois aux unités de recherche, aux entreprises innovantes qui viennent ensemble travailler, qui vont pouvoir, dans un environnement reconstitué, mettre en place des cas d'usage, identifier des besoins, reconstituer des scénarios d'usage autour d'une innovation ou d'une solution imaginée. Et donc en termes de fonctionnement, d'optimisation d'un outil, on a cette première expérience dans un domaine qui est très différent de celui qu'on va vous présenter, mais qui nous permet aujourd'hui de nous positionner comme un peu fédérateur pour pouvoir essayer de dupliquer des travaux, des expériences, des méthodologies dans des domaines nouveaux. Voilà. Donc vous l'aurez compris, il y a une dynamique de convergence puisque il y a quelques années on vous avait présenté le projet SELT, qui est donc le projet de Simulation and Active Learning for Télémédecine, qui est donc un cabinet équipé de dispositifs connectés qui est installé dans les locaux de l'IUP avec un dispositif de capture vidéo où là aussi finalement on avait les mêmes objectifs qui étaient l'évaluation des dispositifs, des nouveaux usages, notamment en télémédecine, de voir comment ça pouvait s'inclure dans une pratique professionnelle actuelle. Ce local-là était aussi un lieu de formation initiale et de formation continue avec une maquette de diplôme universitaire qui a été déposée. Et c'est une brique aussi du master I2SA, notamment sur les parcours autour de l'organisation des soins primaires. Et donc il y a un vrai partenariat, c'est la brique du partenariat entre le master I2SA et le département d'enseignement et de recherche en médecine générale. Donc d'un côté, au niveau du 27 d'Elval et du CIUS, donc il y avait cet appartement qui permettait de faire des évaluations d'usage. De notre côté, plus sur le versant professionnel au sein des cabinets. Et donc il nous manquait la dernière brique qui est donc ce projet de Living Lab salle d'attente.
Oui. Tu veux peut-être détailler donc, les objectifs ? Un tout petit peu sur les objectifs. Donc l'idée, c'était vraiment de partir des infrastructures qu'on a et qui sont existantes sur le territoire et qui sont déjà vraiment intéressantes, partir des compétences et des savoir-faire qu'on avait respectivement et qui là aussi sont présentes sur le territoire. Et à travers ce projet de Living Lab Salle d'attente, d'ajouter une nouvelle brique sur une infrastructure dont l'objectif permettrait de soulever des réflexions, d'identifier des besoins et de réfléchir à des cas d'usage autour du passage dans ce temps qui est le passage en salle d'attente. Aussi bien côté patient, quelle est l'expérience du patient, comment le temps est utilisé et comment on peut proposer des choses, alors en l'occurrence innovantes, et côté aussi professionnel, comment ma salle d'attente elle est utilisée en lien avec mon cabinet, c'est finalement un passage préalable à la consultation et comment je peux utiliser cet espace et ce temps en tant que professionnel. Donc voilà, l'objectif il est vraiment d'essayer d'avoir une infrastructure support qui va nous aider à soulever des nouvelles réflexions, à identifier des besoins, à mettre en place des cas d'usage et des évaluations dans lesquelles on va pouvoir, toujours notre objectif, impliquer les usagers autour des porteurs de projets et à côté des porteurs de projets. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter le nouvel environnement qui se met en place finalement. Donc le partenariat entre le CIUS, le Master I2SA, le département d'enseignement et de recherche en médecine générale, et donc l'adossement à unité de recherche en émergence, qui est donc l'unité rétine dont vous avez déjà entendu parler. L'idée est donc qu'une solution existe qui est en conception ou à évaluer, qui est amenée par le CIUS ou par d'autres biais. C'est la mise en lien d'équipes de professionnels sur le versant technique et ingénierie avec le Master I2SA, mais aussi la mise en lien avec des professionnels de terrain, que ce soit des médecins généralistes du réseau des maîtres de stage universitaires qui sont des médecins généralistes en activité, ou des professionnels en formation comme les internes de médecine générale. Et l'objectif étant d'arriver à une évaluation scientifique de ces dispositifs-là, ainsi qu'à une valorisation académique. Donc c'est vraiment un environnement que l'on trouve synergique, et c'était justement l'occasion de vous présenter cela. Donc voilà pour la première partie de la présentation. Ce qu'on vous propose là maintenant, c'est de rentrer dans la salle d'attente et de voir quelles sont les problématiques qui se posent, et d'essayer d'avoir une vision gestion du risque, parce que je pense que ça intéresse certains d'entre vous. Donc le constat, c'est que la salle d'attente, on peut en avoir une vision positive, une vision négative. Sur le versant positif, on sait que c'est un sas de décompression. Vous passez de votre vie à la consultation, et puis il y a le passage dans la salle d'attente. Alors je vois qu'il y a des mots, et donc des gens ne le perçoivent pas du tout comme ça, comme un sas de décompression, mais plutôt comme un endroit où l'attente est longue, impersonnelle, inconfortable, avec des gens qui toussent, des enfants qui pleurent. En tout cas, c'est insupportable ce temps-là, et là je vois que je remporte l'adhésion de l'Assemblée. C'est aussi un lieu de contagion. Parfois, vous arrivez pour un certificat du sport, malheureusement, c'est en pleine épidémie de grippe, et là, vous ressortez malade. Donc, c'est aussi un moyen pour les médecins d'assurer leur file active de patients, vous l'aurez compris. Et puis, on se rend compte aussi que c'est finalement un lieu où on n'optimise pas la présence du patient. Parfois, le patient il peut rester jusqu'à 1 heure, voire 2 heures. Peut-être certains d'entre vous ont expérimenté plus que ça. Et au final, on n'exploite pas ce temps de présence, que ce soit pour le patient ou pour le professionnel de santé. Et puis de l'autre côté, ne vous faites pas d'illusions, quand un médecin rentre et voit sa salle d'attente pleine avec 10 patients qui attendent, voire plus, il se demande comment il va réussir à vider la salle d'attente, puisque ça devient l'objectif, il est moins concentré sur le soin. Donc c'est aussi une source de stress professionnel, d'énervement pour le patient. Et donc tout ça, il va falloir essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, il y a eu une enquête faite par Opinionway en 2017 qui a essayé de voir un peu quels étaient les nouveaux usages des patients dans les salles d'attente. Donc, il y a 3 parties qui ont émergé, 3, on va dire, thématiques qui ont émergé. Tout d'abord, finalement, en salle d'attente, ce qu'on utilise le plus, c'est le smartphone. Dans un usage
principale qui est la communication, alors plutôt des SMS et puis des mails, parce qu'en général on ne peut pas trop téléphoner, ça se fait pas trop. Et puis il y a quand même 36% des patients qui vont avoir des préoccupations de santé, ils sont chez le médecin, donc ils vont commencer à rechercher des informations sur donc leur santé. Et on voit que avec cet usage du smartphone, les patients souhaiteraient pouvoir connaître quel est le temps d'attente, combien de temps d'attente il leur reste grâce à ça. Et puis ils voudraient aussi disposer d'une connexion Wi-Fi gratuite. Alors pour l'instant, c'est pas encore dans les mœurs d'avoir un Wi-Fi gratuit dans les salles d'attente, mais pourquoi pas. Cependant, même s'il y a cet usage du numérique qui est souhaité et en fait effectif, les affiches, ça reste aussi toujours un moyen très informatif pour les patients. Ils considèrent que dans 65% d'entre eux, que c'est l'un des meilleurs moyens de s'informer de certaines préoccupations de santé, voire des fonctionnements des cabinets. Et enfin, le dernier usage, qui est peut-être celui qui est le plus intéressant pour nous, les patients souhaiteraient que la salle d'attente soit un lieu où ils puissent s'éduquer à la santé, voire tester leur santé. Et donc c'est vraiment plébiscité, puisque 84% d'entre eux souhaitent avoir cette possibilité d'usage. Concernant les perspectives, je vais laisser la parole à Audrey. Alors, sur les perspectives et l'idée qu'on s'en fait, qui sera forcément à valider, à concrétiser, mais il y a évidemment la digitalisation des outils et du parcours, comment ça peut se passer à notre disposition. Une attente qui soit beaucoup plus agréable, respectable. On pense à l'expérience, finalement, comme une expérience client, l'expérience patient dans le temps qui lui est consacré, et aussi un temps plus constructif. Donc on parlait de questionnaires personnalisés, d'évaluation, de préparation à la consultation. L'idée, c'est que la salle d'attente pourrait être utilisée aussi pour ça, et peut-être en particulier pour tout ça. La facilitation de la décompression, on a des publics qui sont un peu différents, et donc peut-être une captation des publics avec les enfants, avec des personnes, voilà, des adultes, comment chacun est attentif, comment chacun est occupé, et surtout pour les enfants. Donc cette facilitation, il y a quelque chose qui est vraiment en plein dans le cœur du sujet qui vous intéresse, c'est tout ce qui peut concerner les outils de réalité virtuelle, les temps les temps et les méthodes de détente, on a mis décompression, mais vraiment tout ce qui peut relever comment dire, de la méditation. De la méditation, merci. Voilà, je cherchais un mot. La méditation merci, en salle d'attente, pourquoi pas? Méditation, exactement. La méditation, et puis les jeux aussi, avec la réalité virtuelle, et plein de choses qui permettent aussi de détendre les personnes. La fluidification de la file d'attente, parce que la gestion va pouvoir peut-être permettre de gérer les flux des patients via différentes choses. On va vous montrer quelques exemples par la suite, mais via des outils numériques, avec des SMS, avec des applications, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer. Un lieu d'éducation, parce que l'attention des patients est présente, et qu'on va pouvoir imaginer là aussi des supports, des échanges, des interactions, notamment avec des outils numériques, mais pas que, et qui vont permettre aussi d'utiliser l'attention du patient sur de l'éducation, de la prévention, des messages liés à la santé. Et puis enfin, la gestion des risques, qui est un sujet de recherche et d'innovation vraiment des plus intéressants. Les infections, le stress, les comportements à risque. On a beaucoup d'exemples aujourd'hui, et on reçoit nos centres d'innovation beaucoup de demandes d'usagers professionnels qui nous demandent de leur proposer des solutions pour gérer les risques d'énervement, et beaucoup de plaintes déposées dans des secteurs précis, pas partout, mais des plaintes déposées avec des personnes qui en fait vont au-delà de l'énervement et des gestes de violence. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que ça existe dans plein de maisons de santé, dans plein de cabinets médicaux, et donc on a des maisons de santé qui sont face à des publics plus à risque, qui nous demandent de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, elles n'existent pas clé en main, mais en termes d'analyse des comportements, et surtout avec les jeunes, il y a un vrai sujet de réflexion, et on va essayer de vous montrer quelques exemples. Voilà, donc
vous avez tous vu ces portants avec des brochures de santé. Donc finalement, ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux patients. Et donc c'est des supports d'information qui sont en fait les seuls moyens en fait d'information qu'a le médecin généraliste pour notamment, je parle du médecin généraliste parce que ça me concerne, pour pouvoir communiquer avec ses patients. Bien souvent, il ne choisit pas forcément les brochures, c'est des prestataires qui lui amènent tout en bloc. Ça peut être même sponsorisé par l'industrie pharmaceutique. Donc ça pose quand même pas mal de questionnements. Il y a, par rapport à tout ce qu'on va faire dans la salle d'attente, il y a aussi un questionnement éthique évidemment à avoir. Et dans le cadre de la digitalisation et de la gamification, on voit plutôt la ludification. Je sais pas si voilà, ludification. Il y a des entreprises qui ont commencé à se lancer dans cette thématique, notamment donc désolé, je pensais que c'était en lien. J'arrive comme ça. Alors c'est pas grave, on va essayer de copier le lien. Je sais pas si c'est possible. C'est juste pour vous montrer. Alors c'est pas non plus. Je réessaye. Alors, on va faire. Sinon je me mets sur le wifi. Voilà. Donc, pour vous expliquer cette solution-là, en fait, c'est des quiz. Donc, avec plusieurs thématiques. Et en fait, donc le médecin donne le lien en salle d'attente. Le patient utilise son smartphone. Et après, il choisit des thématiques sur lesquelles il va avoir des renseignements. Puis voir tester ses connaissances, pourquoi pas. Donc, vous pouvez avoir un problème d'allergie, vous venez pour ça, vous voulez en savoir plus. Ça vous permet aussi d'avoir plus de connaissances pour pouvoir échanger avec le praticien. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'empowerment, puisqu'on donne la possibilité aux patients d'acquérir des connaissances pour pouvoir échanger plus facilement et poser des questions plus pertinentes finalement qui lui serviront et qui l'intéressent lors de la consultation. Donc les modèles économiques sur ces solutions-là sont encore à rechercher, puisque à moins de mettre des publicités entre chaque questionnaire, on se demande un peu aussi comment ça peut être pérennisé. Alors ça peut être le médecin qui met à disposition ces dispositifs-là parce qu'il veut pouvoir avoir des échanges plus fructueux avec ses patients. Voilà, je pense que c'est super, merci. Génial. Hop là. Alors attends, je vais me remettre là, on va voir si ça passe comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est assez classique, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, vous avez une liste. Donc ça, vous avez tout. Ça va donc de l'allergie, la maladie d'Alzheimer, des questions sur l'alimentation. Et puis donc voilà, vous avancez dans les questionnaires, c'est assez simple. C'est du vrai-faux et puis les explications derrière. Donc c'est vraiment, finalement, c'est pas très innovant, on va dire, dans la solution technique, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant à évaluer. Voilà, une autre solution, donc peut-être que Audrey, ça va pouvoir en parler, puisque c'est un des partenaires finalement de cofinanceurs de ce Living Lab. Absolument. Je suis très contente de voir que David l'avait retenu sans savoir que c'était un de nos cofinanceurs. Donc oui, il y a un vrai intérêt scientifique. Mais c'était bien qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Et ça, la photo que vous voyez, donc c'est un exemple, mais c'est une start-up qui est basée en Bretagne, une start-up française qui a imaginé les supports. Parce qu'il y a le contenu, certes, il y a beaucoup de réflexions sur le contenu qui commencent à émerger et on espère aller beaucoup plus loin avec cette infrastructure et avec votre contribution à tous. Mais il y a aussi la question du support. Ces contenus, comment on les rend disponibles aux patients? Et il faut que ce soit adapté, il faut que ce soit ergonomique, il faut que ce soit simple. La salle d'attente, finalement, devient un sujet d'aménagement en soi. On a des réflexions qui nous poussent à penser que c'est plus juste une pièce carrée avec des chaises. Donc là, typiquement, on va vous montrer une vidéo des fauteuils connectés qui ont directement les tablettes intégrées, qui permettent de manière sécurisée d'éviter d'avoir de la casse et d'avoir des pertes.
je vais pouvoir entrer énormément d'informations sur moi pour faire gagner du temps aux médecins. Donc c'est un pré-remplissage du dossier médical. Donc vous pouvez mettre ça en place. Donc ça vous permet de gagner du temps aussi en consultation. Là aussi, il va falloir essayer d'évaluer si en fait ce temps qui est déduit de la consultation, on n'y perd pas aussi dans le cadre de l'échange avec le patient. Et là, vient enfin le moment, après avoir entendu où je rencontre le médecin, et lui, évidemment, a sous les yeux ce pré-questionnaire, peut directement entrer dans le vif du sujet sur la partie plus humaine et médicale. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Il peut même me proposer, si j'ai certaines pathologies, d'aider à la recherche médicale en participant à des cours. Voilà, donc vous pouvez faire aussi de la recherche clinique dans ce cadre-là, avec des questionnaires qui sont automatisés. On sait, je crois qu'il y a quelques internes de médecine générale dans l'Assemblée, faire passer des questionnaires aux patients, c'est quand même très pénible. Si on a des dispositifs comme ça qui permettent d'automatiser les choses et d'avoir du lien avec les populations qu'on doit étudier, c'est toujours très intéressant. Alors, je reviens sur... Et juste pour préciser, on les a contactés, nous, pour essayer d'être partenaires du projet, donc ils ont accepté parce que c'est, pour l'instant, dans la veille qu'on a faite, assez rare d'avoir des entreprises qui ont réfléchi au support et à l'aménagement, en fait, physique et matériel de la salle d'attente. La veille nous amène à trouver des idées de contenu et des premières idées de réflexion sur des propositions de jeux, d'interaction. Pour l'instant, c'est assez rare d'avoir des supports, donc c'était assez intéressant et on espère que d'ici le premier trimestre 2019, on pourra vous les rendre disponibles et peut-être commencer à travailler dessus et à évaluer des choses grâce à ce support en ayant plusieurs à Nice. Alors, trois autres exemples pour terminer la présentation. Donc, c'est plus donc une optique gestion du risque. Donc, on a parlé du risque d'énervement. Une solution justement pour savoir combien de temps vous allez attendre. Donc c'est surtout pour les cabinets où on a du sans rendez-vous. Ça c'est vraiment le pire parce qu'on arrive, on voit le nombre de personnes, soit on se décourage direct et puis on revient une autre fois en se disant je viendrai plus tôt, mais on n'y arrive pas. Soit on y va, on se dit vraiment là je peux pas faire autrement et on attend et on se demande combien de temps on va attendre. Donc là la solution, alors la page a un peu du mal à charger, mais voilà, c'est essayé. Donc l'idée c'est que vous avez une borne où vous arrivez, vous avez un code en fait qui vous est envoyé par SMS et en fait ça vous tient au courant de à peu près du temps d'attente estimé. Donc il y a tout un mécanisme logique derrière qui fait une prédiction en gros du temps que vous allez attendre et puis vous recevez une actualisation régulière par SMS, mais c'est ce qui vous permet en fait de partir. Vous avez un ticket virtuel, ça vous permet de partir de la salle d'attente. Si vous avez des courses à faire, vous allez les faire, vous revenez, vous n'êtes pas énervé, vous n'avez pas chopé une grippe en plus, voilà, et puis tout le monde est content parce que quand vous arrivez en consultation, vous ne faites pas la tête et le médecin en face il est content de vous voir souriant, donc ça va beaucoup mieux. Autre solution, donc puisqu'on est à Segamed, et donc il y a des solutions maintenant de tablettes pour enfants, de tables connectées avec des jeux, avec même des casques virtuels pour faire de l'immersion pour les enfants, voire faire de l'éducation thérapeutique. Alors c'est intéressant, mais là où le Living Lab a toute sa pertinence, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à aménager un espace comme cela, où vous avez un enfant de 7 ans qui a un casque virtuel à côté d'une dame un peu âgée qui vient pour son arthrose. Comment est-ce qu'on va gérer ces espaces ? Parce que c'est, voilà, même si c'est proposé aux professionnels de santé, on n'a pas encore ces habitudes et ces usages, donc vraiment on est là pour ça. Absolument. Dernière chose, la prévention des comportements à risque. Donc là, c'est un vrai jeu qui est destiné en fait aux seniors. L'idée étant de les sensibiliser à l'idée que peut-être ils devraient lâcher le volant, parce que passé un certain âge, on peut avoir quelques soucis, on va dire, d'adaptation sensitive, notamment avec des troubles de la vue. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en fait au niveau législatif, il n'y a rien qui peut imposer à une personne âgée de lâcher le volant.
Alors avant d'attendre, avant qu'il y ait un accident qui se produise, ça peut être justement un lieu de sensibilisation, parce que souvent nous, en tant que médecins, on peut être amené à discuter de ça avec les patients. J'ai des exemples en tête avec des patients qui commencent des démences, à qui il faut cacher les clés, ou des gens qui partent dans la nature avec leur voiture et puis qui se perdent, donc ça commence à poser pas mal de soucis. Bon, voilà, donc en gros c'est un jeu avec des questions-réponses, et puis il y a même une simulation de conduite automobile de nuit pour voir si en fait vous avez vu passer le cerf ou si vous l'avez plutôt pris et vous avez fait un accident. Voilà, donc ça peut être aussi des lieux intéressants de sensibilisation et de prévention des risques. Voilà, donc en conclusion, ce Living Lab, c'est le lieu de toutes les expérimentations. Donc si vous avez des idées, que ce soit en tant qu'enseignant, en tant que porteur de projet, en tant qu'entreprise, vous avez tout cet environnement qui vous est ouvert. Oui, qui le sera, en tout cas on espère très rapidement, puisqu'on est en train de le monter, mais qui va être vraiment une infrastructure à votre disposition à tous, et qui va être un lieu à la fois de rencontre, de réflexion, où on espère pouvoir voir collaborer des enseignants, chercheurs, des étudiants, des usagers, avec les entreprises innovantes ou les porteurs de projets, pour que on pousse des choses vraiment nouvelles et qu'on arrive à faire avancer ce sujet. Voilà, merci pour votre attention. Je sais pas, oui, je pense. Si vous avez des questions. Ah, oui. Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai une question par rapport à mon expérience personnelle, enfin par rapport à là où je vis mes parents. Est-ce que vous avez pensé à une application, enfin à une salle connectée dans des zones plus rurales où la majorité de la population est âgée et n'est pas forcément, enfin, ils ne maîtrisent pas forcément, voire pas du tout les outils, l'informatique en général? Bien sûr, oui, bien sûr. En fait, on le rencontre au quotidien. C'est aussi la réalité des usages. Donc, on n'est pas complètement déconnecté de ces usages parce que nous, on baigne dans la technologie et qu'à Nice, on a un réseau relativement bon. Mais quand on parle d'infrastructure, c'est une infrastructure de réflexion. Comment on gère les personnes, comment on gère les flux. Quand David parlait de la gestion dans un même espace assez contraint de peut-être un ou plusieurs enfants en bas âge, à des âges différents, qui jouent, qui font du bruit, qui se déplacent, voilà, qui peuvent toucher des choses, du mobilier, comment on fait cohabiter ces personnes avec une personne âgée, avec des adultes qui sont peut-être malades et contagieux. Là, on n'est pas dans le numérique. C'est-à-dire que vous voyez, l'infrastructure, elle permet aussi de réfléchir dans tous les cas d'usage, dans toutes les situations, comment on peut gérer une situation, comment on peut analyser le comportement des gens. Donc, on est vraiment aussi dans l'identification de besoins. Il y a vraiment plein de sujets possibles. Le numérique est un support important qui va devenir de plus en plus important, mais il n'est pas l'unique vecteur de projet et il n'est pas l'unique support sur lequel on peut proposer des projets. Par exemple, pour citer un exemple d'une expérimentation qui est en cours, le CRES PACA expérimente sur différentes maisons de santé de la région de la prévention dans les salles d'attente et ils ont mis des bornes. Là, il n'y a pas besoin de savoir utiliser Internet, il n'y a pas besoin d'avoir un smartphone, il y a la borne et on est dans quelque chose de très très accessible. Des idées peuvent être multiples, hein, mais l'idée de l'infrastructure, c'est pas juste d'être dans une application smartphone qui peut avoir différents objectifs. On est vraiment bien au-delà, comment on aménage un espace, etc. Bonjour. Déjà, je trouve que c'est un très beau projet. Juste Merci. Une question. Donc, ce projet est en effet très innovant. Et question de financement, qui est-ce qui va financer toute cette mise en place? Parce que c'est vrai que pour le développement des nouvelles technologies, informatiques, etc., c'est vrai que ça peut coûter très cher. Donc est-ce que c'est Dassault?
Voilà, donc est-ce que c'est l'ARS? Est-ce que ce sont des fonds publics qui vont financer ces projets? Alors effectivement, il y a deux niveaux, enfin il y a deux temps, je dirais, dans la construction d'un tel projet. Il y a un premier temps qui est le lancement du projet, qui demande un investissement assez important, un investissement initial. En effet, pour qu'un tel projet puisse naître et qu'il ait son indépendance, les fonds publics et les appels à projets sont le support et le moyen le plus approprié. Donc on a réussi à bâtir ce projet grâce à des appels à projets. Et comme vous l'avez dit, c'est un beau projet, donc il a retenu l'attention, heureusement pour nous. Donc dans une première phase pour le lancement, effectivement, le financement sont des financements via appel à projets sur différents guichets. Donc des guichets régionaux, hein, mais il y avait la première partie, je crois, du cabinet connecté qui avait été financé sur déjà. C'est conseil départemental, voilà, merci. Et là, sur la deuxième phase, pour l'ajout de la salle d'attente, on a candidaté sur conseil régional, PACA. Voilà, donc pour vous donner précisément la réponse. Après, il y a d'autres guichets, donc si ce n'est pas conseil régional, ça pourra être un autre. En tout cas, on est effectivement sur des fonds publics qui nous permettent de le lancer et de le lancer en toute indépendance. Après, dans une deuxième phase, pour son fonctionnement à long terme, ce sont des infrastructures qui ont de vrais coûts de fonctionnement aussi, si on veut les rendre vraiment dynamiques. Et on ne peut pas non plus compter sur l'argent public indéfiniment. Donc sur une phase de fonctionnement, on va essayer, mais on a développé sur le premier Living Lab qu'on gère un modèle économique indépendant avec en fait un principe de bénéficiaire-payeur. Donc par projet, et au cas par cas, à chaque fois qu'on a un travail qui est mis en place, un projet, une journée, un atelier, un échange, quel que soit le format, en fonction du bénéficiaire du format, que ce soit un atelier d'1 heure ou un projet d'évaluation qui va durer 1 mois et demi, on se pose la question, avant de le lancer au montage, à qui ça va bénéficier. Et en fonction, on estime les coûts et on propose la prise en charge des coûts aux bénéficiaires. Donc soit le bénéficiaire a des fonds, parce qu'effectivement il va attirer un bénéfice et donc directement il le prend en charge, soit, et c'est souvent le cas avec des associations de patients ou avec des porteurs de projets qui débutent dans leur parcours, ils n'ont pas les fonds directement et eux-mêmes vont directement, eux, se tourner vers des guichets de financement qui peuvent être de type ou appel à projet aussi. Et lorsque eux ont trouvé le financement, ils reviennent vers nous et on place le projet. D'accord. Et juste, je profite que j'ai le micro pour poser une deuxième question sur les informations, donc sur le quiz, en fait, quand le patient va répondre à une question, il aura par la suite des explications. Est-ce qu'il y a un système d'évaluation, de récupération de ces données-là des patients pour éventuellement continuer à améliorer et à répondre plus précisément ou avec un autre vocabulaire aux patients? Voilà, est-ce qu'on demande aussi aux patients les attentes? Il est proposé aux patients d'envoyer ses réponses au médecin. Donc c'est justement un support après d'échange pour voir s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires. Est-ce qu'avec les explications du quiz finalement ça suffit ou est-ce qu'on doit aller plus loin? Donc c'est une manière aussi de faire de l'éducation thérapeutique un tout petit peu différente de celle qui est proposée actuellement. Donc c'est un début, en fait, c'est un support d'échange, c'est surtout ça. Donc effectivement, c'est dans la solution, c'est prévu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc bonjour. Déjà, j'ai beaucoup aimé votre présentation et donc j'avais une question qui était un peu plus formelle. Est-ce que vous prenez des étudiants ou pas en stage? À qui ça s'adresse? Justement, l'environnement qu'on a montré avec le master et avec le département de médecine générale, c'est justement ça. C'est justement de pouvoir proposer, en tout cas, un sujet d'étude aux étudiants. Alors, la question, c'est est-ce qu'on les reçoit maintenant pour le stage exactement? Il faut qu'on refasse le point sur le timing, mais en tout cas, à l'avenir, ce sera possible. D'accord. Voilà. Mais sinon, Audrey prend des stagiaires. Voilà. Nous, on accueille des stagiaires au centre d'innovation et donc on n'a pas toujours, en fait, on publie pas d'offres de stage parce qu'on n'a pas de mission, on n'essaie pas de remplacer des emplois par des stages. En revanche, à chaque fois qu'on reçoit des candidatures, quand l'étudiant a un sujet qui l'intéresse ou un projet, on essaie de trouver soit une entreprise ou un projet qui permettrait de financer le stage et de bâtir un projet. Donc on est très intéressé pour recevoir des CV de gens dynamiques et motivés. Voilà. Moi, j'avais juste une question.
Ah, pardon. Si j'ai bien compris, donc le principal intérêt de votre projet, c'est donc d'essayer un peu d'occuper le patient lors de son attente dans la salle d'attente. Non. Enfin. Donc c'est un des aspects. Voilà, c'est un des aspects. C'est pas juste pour l'occuper, sinon, oui, sinon la télé ça suffirait. Non, oui, et encore, bon, ça dépend du programme, mais. Je veux dire pour que ce soit ludique, qu'il apprenne. Le principe c'est d'innover pour résoudre des problèmes, enfin pour en tout cas apporter des améliorations et continuer à avancer. Une des applications peut être l'attente. D'accord, non parce que en fait sur ce point, je pensais que vu que, enfin, on va avoir un nouveau plan santé qui est censé donc diminuer l'attente des patients dans la salle d'attente, vu que donc on va avoir de nouveaux professionnels de santé qui vont se charger des assistantes médicales qui vont se charger donc de faire en sorte que le professionnel de santé passe moins de temps avec ses patients et donc que ce soit un peu plus fluide, un peu plus rapide. Est-ce que ça va vraiment intéresser les professionnels de santé d'intégrer un service comme le vôtre, enfin, s'il n'y a plus vraiment de file d'attente? Alors nous, on ne propose pas un service pour réduire la file d'attente. Hein. Oui. On propose un espace de réflexion pour réfléchir, identifier les besoins et innover. Mais nous, on ne développe pas de produits ou de solutions nous-mêmes. Et donc, à la rigueur, à la charge, j'ai envie de dire, à la charge des industriels de cibler le bon besoin, d'adresser le bon marché. Nous, on ne propose pas la solution. On essaie de pousser la réflexion, la recherche et l'innovation. Mais le cas d'usage de la salle, de l'attente n'est pas le seul sujet de réflexion, qu'il y ait une salle d'attente. La présence de professionnels supplémentaires, tant mieux, ils auront besoin d'espace, ils vont interagir, ça va être un vrai sujet de réflexion. Quelle sera leur place? Ils vont se situer où? Dans le cabinet, dans la salle d'attente? Comment ils interagissent? Et donc ça va amener de nouvelles réflexions qui vont aussi trouver leur place dans ce lieu. Sur l'intérêt des professionnels, aujourd'hui il est manifeste puisque l'URPS Médecins Libéraux, PACA, est partenaire de ce projet, a soutenu le projet, en est partenaire et contribuera au même niveau que nous. Donc il y a un intérêt qui est réel et qui est manifeste. Voilà, je pense que les besoins évoluent et qu'une infrastructure comme celle-là, elle est faite pour amener la réflexion à évoluer en même temps que les besoins et que les dispositifs. Moi, je trouve ça très intéressant, votre remarque. Après, pour répondre et pour aller dans votre sens, il n'y a pas suffisamment d'assistants médicaux prévus pour en avoir un par salle d'attente. Donc déjà, je pense qu'on a encore un peu de marge pour pouvoir utiliser la salle d'attente sur d'anciennes modalités. Mais par contre, en revanche, c'est sûr qu'il faut intégrer en tout cas ces nouveaux métiers dans les nouveaux usages de la salle d'attente. De la même manière que les pharmaciens sont censés avoir maintenant un lieu de confidentialité pour pouvoir faire beaucoup d'activités qui leur ont été transférées, voir dans les salles d'attente nouvelle génération comment est-ce qu'on intégrera ces nouvelles professions chez les médecins. Donc effectivement, c'est une remarque judicieuse. Après, on attend de voir comment ça va se passer, le déploiement des assistants médicaux et comment on va les former. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de questions qui se posent encore. Moi, en fait, j'ai des milliards de questions parce que dans votre projet, voilà, j'ai bien compris et je vais être le rabat-joie, mais en fait, vous avez soulevé trop de problèmes éthiques. Rien qu'en 5 minutes de présentation, déjà, l'inégalité professionnelle, elle risque d'être renforcée par le fait que tous les professionnels libéraux ne vont pas pouvoir s'équiper de ces technologies. Et ça, il faut déjà l'envisager dès la conception du Living Lab. En fait, c'est donc dans le mode de financement. Sinon, on va forcément tomber sur un financement par les laboratoires. Voilà. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit parce qu'on a déjà une inégalité professionnelle en termes de formation aussi. Par rapport aux nouvelles technologies, tous les généralistes ne sont pas dans la même situation. Ensuite, pour les enfants, est-ce que le fait d'encore avoir des écrans, c'est pas une addiction supplémentaire à l'écran et que finalement ce lieu de décompression, il va pas être encore en termes de concentration dévié. La protection des données transmises, on remplit le dossier médical.
David l'a évoqué parce qu'il a dit le fait de remplir sur l'écran, est-ce qu'on perd pas l'information qui fait partie des 2 minutes de contact patient-soignant où on va apprendre le plus sur la vie, le vécu du patient. Je vais m'arrêter là. Par contre, il y a un truc très positif et peut-être que vous n'y avez pas pensé. Le temps d'attente, est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé justement pour la description des parcours patients? Parce qu'on sait que c'est difficile par rapport à certaines pathologies et axer du coup des applications sur découvrir un parcours patient au sein dans la relation ville-hôpital. Moi, je verrais peut-être plus ça que le forum éducation thérapeutique, puisque ça existe un peu. Le patient, il vient au cabinet, maintenant c'est un patient sachant, il a été sur les forums, X, Y, Z, tous avec leurs avantages et inconvénients. Mais par contre, le renseigner sur le parcours du soin, sur ce qui va suivre, peut-être que ça, c'est des applications à développer. Oui, Lorraine, tu as tout à fait raison. On est un peu pris par le temps, on ne va pas pouvoir continuer. C'est pas que je veux frustrer tout le monde. Pour autant, comme le disait Audrey, ce sont effectivement toutes les pistes de recherche auxquelles ne pensent pas forcément les industriels. Ils sont là pour des solutions techniques, on va dire, voire même la mesure de l'impact organisationnel. Et c'est là que le lien avec le master est extrêmement important. On apporte la connaissance des organisations santé, et j'oserais dire que il y a des choses aussi qui sont très liées au médecin lui-même et qu'il ne sait pas, entre guillemets, extraire. Il y a toute une, je voudrais dire, une pédagogie pour les professionnels. On a un kiné, c'est exactement la même chose qui se passe chez le kiné, chez l'infirmière libérale. Or, ce sont des professions qui sont informatisées depuis plus longtemps que les médecins. Je veux dire, les forums d'informatisation des kinés, ça fait très longtemps. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi à nous de structurer la réflexion, le schéma, là, et puis, finalement, l'interface que l'on peut proposer avec Rétine est là pour ça. Et là, pour poser une question, voir comment on la structure, et on n'est pas forcément à la fin. Derrière, on fera les mesures sur les, comment dirais-je, l'impact clinique bien après. Il y a le confort du professionnel. On parle de burn-out à l'hôpital, mais eux, ils sont pareils. Je ne sais pas comment il fait pour continuer de vivre, David. D'accord ? Avec des postes qui sont... Ah, quand même... En fait, on s'envoie des mails à 4 h du matin, donc je sais que globalement, on se connaît nos états de vie. Pas besoin d'aller dans la salle d'attente, d'accord ? Donc voilà, c'est ça qu'il faut peut-être qu'on arrive à structurer. Du coup, même pour la gamification, en fait, pour les enfants, je me disais un jeu de prévention, un jeu plateau, ça serait génial aussi. Hein. Plutôt que d'être sur l'écran, on pourrait imaginer ce qu'on est en train de voir, des jeux prévention risque. Tous ces aspects-là, on a juste besoin de les évaluer. C'est très bien que vous les ayez remis un petit peu en avant, et c'est vrai que c'est des craintes. Quand on parlait du sas de décompression, on avait directement identifié qu'il y avait cette valence-là. Mais il faut absolument qu'on l'évalue, et parce que pour tous ces dispositifs-là, là, dans le contexte où on est, il y a une pression commerciale qui est énorme, et en fait les patients arrivent avec ces demandes-là, et nous, il faut qu'on se positionne en réponse. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? Puisque de toutes les manières, ce n'est pas nous qui allons créer les solutions. On est en partenariat peut-être dans les créations, mais la réalité, c'est qu'il y a une volonté. C'est un secteur, un marché qui est en plein en train de se développer. On sait quel est le contexte aux États-Unis, qu'en gros, tout ce qui permet d'autonomiser le patient et de réduire les dépenses de santé, c'est promu par les mutuelles qui vont avoir moins de dépenses derrière. Donc en fait, on est confronté à cette problématique-là. Après, nous, on est dans une démarche d'évaluation, une démarche scientifique, et c'est le seul contre-pouvoir, sans rentrer dans des histoires politiques, qui nous permettent justement de freiner ou d'accélérer certains dispositifs en faveur de la prise en soin des patients. Voilà. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que je vous apporte